Bonjour, bienvenue dans Le Monde selon Christian Mallard. Bonjour Monsieur Christian Mallard. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet sur l'Arabie Saoudite. Donc comme vous le savez, le 23 janvier, le roi Abdallah est mort. Son demi-frère, Salam Ben Abdelaziz El Saoud, l'a succédé. Donc, il est à la tête actuellement du royaume. Et la question que je voudrais vous poser, Monsieur Christian Mallard, dans quel contexte se fait cette succession au trône en Arabie Saoudite et est-ce qu'il y a des changements? Alors écoutez, ça se fait dans un contexte familial tumultueux, si je puis dire. Parce que Bin Salman Abdelaziz, c'est le demi-frère du roi Abdallah, mais il y a toujours eu des rapports très antagonistes dans la famille. Il faut dire que du côté de Bin Salman Abdelaziz, la famille n'a pas toujours été très ménagée par l'ancien roi Abdallah, feu le roi Abdallah. Et aujourd'hui, il y a une sorte de revanche sur le passé de la part du nouveau maître des lieux, à Riyad, qui procède, si je puis dire, par épuration. Écoutez, il a quand même renvoyé deux des fils d'Abdallah, qui étaient quand même les gouverneurs de la province de la Mecque et le gouverneur de la ville de Riyad. Il s'est débarrassé de celui qui était le grand patron de la cour royale, le grand chambellan. Et puis je dirais surtout qu'au milieu de tout ça, il y a un homme qui était très important, qui était un des maillons forts du système. C'était le prince Bandar bin Sultan, et qui était pendant des années le grand patron de la sécurité saoudienne, qui est resté en poste 22 ans à Washington, qui était l'homme des Américains, et je dirais même l'homme des Bush, père et fils, quand ils étaient au pouvoir. Donc à partir de là, on voit bien que Bin Salman Abdelaziz, le nouveau maître des lieux, veut marquer son arrivée de son empreinte et qu'il va essayer de garder, si vous voulez, le cap, parce qu'on ne va pas changer tout du jour au lendemain, mais en même temps, il veut être le nouveau maître des lieux. Alors, le roi Abdallah a régné durant 20 années. Donc il était justement donc, à la tête de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son règne? Il a régné, vous dites 20 ans, oui, vous avez raison. Il a régné, il régnait déjà du temps où le roi Fahd était très malade et c'était lui qui tirait les ficelles en coulisses. Il a pris la succession du roi Fahd et je dois dire que pour moi, le roi Abdallah, enfin le feu le roi Abdallah, laisse l'image d'un réformateur prudent. Alors, il a essayé de faire beaucoup de choses pour les femmes. Il a essayé de permettre à la femme de s'émanciper davantage dans une société, comme vous le savez, très fermée. On n'est pas en Algérie, on n'est pas en Tunisie, on n'est pas au Maroc, où la femme a beaucoup plus de liberté d'action. Alors, je dirais, qu'est-ce qu'il a apporté aux femmes? Une forme d'émancipation. Il leur a donné le droit pour 2015 de voter aux élections municipales. Elles font partir du Majlis al-Shura, qui est un conseil consultatif où il y a 30 femmes qui sont présentes, mais alors, sur un sujet qui paraît banal pour nous, les Occidentaux, le permis de conduire, on n'a pas du tout avancé. Les femmes n'ont pas le droit de conduire toutes seules, elles doivent être accompagnées d'un homme, d'avoir un parrain masculin. Donc, si vous voulez, ça fait partie, tout ça fait partie des nouveaux défis que va devoir relever le nouveau roi, mais Abdallah a quand même essayé de stabiliser le pays, de répondre aux problèmes de société qui se posaient avec la jeunesse, avec des gens qui étaient au chômage. Il y a beaucoup de chômage, mais on va en reparler. Comment le roi pourrait-il gouverner aujourd'hui avec l'influence de la religion? Alors, si vous voulez, en Arabie Saoudite, jusqu'à présent, il y avait un establishment religieux. Maintenant, il y en a deux. Vous avez les oulémas, les sages, les savants qui sont là et qui sont complètement inféodés au pouvoir, qui sont des inconditionnels du pouvoir. Mais à cela, il faut ajouter ce que j'appellerais, moi, les reliquats des anciens frères musulmans, qui sont toujours présents quelque part, qui ne veulent pas le partage du pouvoir avec le roi ou avec la famille royale, mais qui simplement veulent quelque part être influents dans leur idéologie, au niveau de l'éducation, au niveau des jeunes, et aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur les femmes qui n'ont pas le droit de conduire seules, qui n'ont pas le droit de passer leur permis de conduire seules. Là-dessus, il y a une idéologie des anciens frères musulmans qui est quand même assez rude, assez dure et très hermétique. Donc, si vous voulez, ce qui explique que tout fonctionne bien entre la royauté, les oulémas et les frères musulmans fait que, finalement, les printemps arabes n'ont pas pris
lorsqu'ils ont eu lieu, et que l'Arabie saoudite a été épargnée parce qu'il y avait un équilibre, un consensus qui était trouvé entre la royauté et les deux membres, les deux représentants de cet establishment religieux. Selon vous, Christian, alors quels sont les grands défis que doit relever justement l'Arabie saoudite? Alors, Maître Lasber, ils sont de deux ordres, ces défis. Je dirais, il y a tout d'abord un défi sociétal. On est dans une société où, il faut le rappeler, 50% des Saoudiens ont moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est un pays jeune. Il y a des jeunes, ils peuvent appartenir à des grandes familles très riches, mais ils ne sont pas très heureux. Et il y a des jeunes qui sont aujourd'hui, il faut le dire, très sensibles au son des sirènes chiites iraniennes, l'ennemi de l'Arabie saoudite, et au son de Daesh. Il y a, je vous le rappelle aujourd'hui, 1000 jeunes Saoudiens qui font partie des troupes de Daesh. Et ça, c'est un souci pour le royaume, c'est un souci pour la famille royale. Donc, il va y avoir à relever le défi sociétal au niveau des femmes, qui continuent d'avancer, qui continuent de s'améliorer dans la société, le défi des jeunes, le défi du chômage, parce qu'aujourd'hui, il y a le pétrole dont le prix du baril est en baisse, et ça pose des problèmes. Et à partir de là, il y a un défi aussi de lutte contre le terrorisme. À l'heure actuelle, l'Arabie saoudite est confrontée quand même à un défi terroriste dont on va reparler un peu plus tard. Oui, donc l'Arabie saoudite, comme vous le savez, a une frontière au nord de l'Irak, avec l'Irak, et une frontière au sud avec le Yémen. Quelle est sa situation actuellement? Alors, vous avez posé la bonne question. C'est-à-dire que le défi du terrorisme, il se pose là. La lutte antiterroriste se pose là. Au nord, avec l'Irak, on a Daesh. Au nord de l'Arabie saoudite, avec l'Irak, on a Daesh. Et Daesh, c'est bien entendu l'ennemi, un des ennemis numéro un de l'Arabie saoudite. Au sud, vous avez les rebelles yéménites qui sont très inféodés aux chiites en Iran. Et puis à l'est, où se trouvent concentrés la plupart des puits de pétrole, vous avez une minorité chiite très active et qui est aussi inféodée à l'Iran. Alors il faut dire que quand même l'une des obsessions aujourd'hui de l'Arabie saoudite, au niveau de la sécurité, c'est l'Iran. C'est l'ennemi, l'Iran chiite, qui essaye de tirer les ficelles dans toute la région contre le royaume saoudien, parce que l'Iran veut déstabiliser le grand ennemi sunnite qu'est l'Arabie saoudite. Alors, on connaît, il y a le double jeu de l'Arabie saoudite, parce qu'elle est d'une part alliée aux États-Unis, et d'autre part, on dit qu'elle soutient, qu'elle aide les terroristes. Oui, alors, c'est pas on dit, c'est une des vérités. Le jeu s'est peut-être apaisé, calmé aujourd'hui, estompé, mais il faut dire que pendant des années, les Saoudiens, tout en régulant les prix du baril de pétrole à travers le monde, avec les États-Unis en sous-main, les Saoudiens ont toujours acheté leur sécurité en finançant un certain nombre de groupes terroristes qui étaient à la fois contre les États-Unis et contre le royaume saoudien. Ils ont acheté leur sécurité pendant des années. Vous me direz qu'il y a d'autres pays qui font ça dans la région. Le Qatar, le Koweït, pour ne citer qu'eux. Donc si vous voulez, je pense que les choses ont commencé à changer lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Parce qu'à partir de là, lorsque les Américains ont découvert qu'il y avait parmi les 18 kamikazes qui sont venus se taper avec leurs avions sur le World Trade Center, quand ils ont découvert qu'il y avait 15 kamikazes d'origine saoudienne, les Américains ont commencé à réfléchir en se disant on ne peut plus garder tous les œufs dans le même panier, il faut trouver un autre point d'ancrage pétrolier, d'où tous les prétextes qui ont été bons pour dire on va déclarer la guerre à l'Irak, producteur de pétrole, mais en même temps, on reste quand même lié à l'Arabie saoudite quelque part, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas garder les œufs en partie dans le même panier, mais il faut dire que aujourd'hui, les rapports entre l'Arabie saoudite et les États-Unis ont beaucoup changé parce que les Saoudiens s'aperçoivent que les Américains essayent de jouer la carte iranienne, ce en quoi ils se trompent, pour tenter de stabiliser le Moyen-Orient. Et ça, c'est une erreur majeure. Justement, la question qui taraude un petit peu l'esprit des gens, c'est que l'Arabie saoudite, donc il y a l'Arabie saoudite et l'Iran, qui peut, c'est-à-dire exercer une certaine suprématie donc, dans la région. On est en pleine guerre entre sunnites et chiites. Les tenants du sunnisme, que sont l'Arabie saoudite, pays des lieux saints de l'islam, et puis les chiites iraniens, qui sont, je vous le rappelle et vous le savez mieux que moi, qui sont minoritaires au sein de l'islam, mais qui posent beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que l'Iran, les chiites, a toujours été un pays expansionniste. Vous savez, même du temps du Shah,
Le Shah d'Iran voulait se doter du nucléaire. Quand il y a eu en 1974 les négociations avec Korodif du temps de Valéry Giscard d'Estaing, déjà l'Iran tentait de se procurer le nucléaire. Donc si vous voulez, on sent que l'Iran aujourd'hui veut devenir une puissance régionale, damer le pion aux Saoudiens, damer le pion aux Sunnites, et c'est la raison pour laquelle ils veulent se doter de l'arme nucléaire. Alors je ne dis pas qu'ils veulent s'en doter pour aller attaquer Israël ou détruire Israël, comme ils le disent dans leur dialectique quotidienne. Simplement, c'est parce qu'ils veulent assurer la pérennité de leur régime avec une arme nucléaire qui sera une arme de dissuasion. Parce qu'ils savent pertinemment que si demain, ils allaient attaquer Israël, ils seraient rayés de la carte, les Iraniens. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On s'aperçoit que l'Arabie saoudite est une ennemie des Iraniens. Israël est ennemi des Iraniens. Et soudainement, on s'aperçoit qu'il y a une forme de collusion assez étonnante entre l'Arabie saoudite et Israël, qui ont pour ennemi commun l'Iran. Dans le contexte international, peut-on dire que l'Arabie saoudite est alliée aux Occidentaux ? Elle a toujours été alliée aux Occidentaux avec ce double jeu dont nous parlions tout à l'heure dans une des questions que vous m'avez posées. Aujourd'hui, si vous voulez, les Saoudiens sont beaucoup plus prudents avec les États-Unis. Ils ne font pas confiance à Obama, pas plus que M. Netanyahou, le Premier ministre israélien, ou même les Occidentaux qui se posent des questions sur le jeu d'Obama. C'est clair qu'Obama, aujourd'hui, essaye de laisser son nom dans l'histoire en disant « il faut absolument qu'on ait un accord sur le nucléaire avec l'Iran ». C'est un accord, je ne dirais pas qu'il est prêt à le brader, mais quelque part, il fait d'énormes concessions aux Iraniens qui, aux yeux des observateurs, et dont M. Fabius, qui est le représentant de la diplomatie française dans ce dossier, trouve quand même que les Américains vont un peu trop loin. Et d'où les inquiétudes suscitées par l'attitude d'Obama. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des liens, bien sûr, entre l'Arabie saoudite et les Américains, entre l'Arabie saoudite et le reste du camp occidental, mais ce sont des liens avec beaucoup plus teintés de méfiance. Parce que, justement, il faut le rappeler, Obama mise aujourd'hui beaucoup sur le jeu des Iraniens en pensant, et là encore une fois je tiens à le redire, je crois que c'est important que les téléspectateurs de New Media News le sachent et nos amis algériens le sachent, en pensant que l'Iran va pouvoir jouer un rôle de stabilisateur au Moyen-Orient. Moi qui ai vécu 3 ans dans ce pays, qui connais bien les ayatollahs, je peux vous dire que j'en doute fort. Alors, la question que je voudrais poser est donc comment va évoluer ce pays qui est tellement dépendant du pétrole? Alors, je parle de l'Arabie saoudite. Vous savez que déjà, pour que le courant de vie soit normal, il faut que le prix du baril de pétrole soit à 100 $. Ce qui permet à l'Arabie saoudite de traiter tous ses problèmes socio-économiques à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, pour des raisons qu'il faut expliquer, le prix du baril de pétrole est à 52 $. Et ce sont les Américains et les Saoudiens qui ont décidé d'imposer ce prix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent affaiblir l'Iran, ils veulent affaiblir la Russie, affaiblir tout ce qui est autour de l'Iran et de la Syrie, dans la guerre contre les Syriens et dans la guerre contre Daesh. Donc, si vous voulez, on voit bien la stratégie des Saoudiens qui veulent rester quand même les maîtres du prix du baril de pétrole. Maintenant, il faut aussi qu'ils assurent, ils ont un matelas financier de 733 milliards de dollars qui leur permet encore quelque temps de maintenir à ce bas niveau le prix du baril de pétrole. Mais ça ne pourra pas durer éternellement, parce que la guerre contre Daesh va durer. Et puis, il va y avoir cette évolution qu'il va falloir surveiller de près dans les rapports entre l'Arabie saoudite et l'Iran, les sunnites, les chiites. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflagration à l'échelle régionale dans toute la région? C'est toutes les questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'Arabie saoudite va rester ce géant pétrolier que j'appelle au pied d'argile? C'est possible. Il y aura sans doute de la part des chiites qui soient au Yémen, des chiites qui sont proches des Iraniens, des tentatives de déstabilisation. Donc, tout ce que nous avons dit au tout début est en train de se reconfirmer. Il y a les défis antiterroristes. L'Arabie saoudite est au centre du jeu. Est-ce que les Américains viendront à la rescousse de l'Arabie saoudite si elle est menacée par l'Iran? Sans doute oui. Est-ce que l'Occident bougera? L'Occident bougera aussi, mais c'est le monde entier qui bougera. Donc l'Arabie saoudite est le centre d'intérêt de l'ensemble d'Occident, mais aussi de l'ensemble du monde arabo-musulman, parce qu'il y a tous ces problèmes de conflit avec l'Iran, le problème du pétrole, le problème... Et puis vous savez, il y a le problème de cette génération qui est au pouvoir. Le roi Abdallah qui est mort, avec 90 ans, celui qui lui succède, Bin Salman Abdelaziz, il a 79 ans. Et ils m'ont dit que le prochain,
qui pourrait succéder, le prince héritier, à 69 ans. Alors je me dis peut-être que dans quelques années, il y aura une nouvelle génération en Arabie Saoudite qui prendra le pouvoir, qui sera plus au fait de la réalité et que les choses iront mieux. Merci Christian. Sur ce, je vous dis au revoir et encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez toujours les bienvenus à Numédia. Bonsoir, merci. Au revoir.